Fait que, ben, je vous laisse en bonne compagnie avec Sazanetti. Merci Camille. Hey, merci tout le monde d'être là, c'est vraiment extraordinaire. Je pense qu'on cherche des façons de faire de la politique ailleurs, autrement. Puis là, ben, on vient de trouver quelque chose qui, je pense, améliore l'expérience de la ville. Alors, merci d'être là. Je vais vous faire une présentation très courte dans le but de juste allumer des questions. Puis après ça, je vais répondre à vos questions, ce qui est probablement la chose la plus pertinente que je pourrais faire ici ce soir, je pense. Alors, on va y aller tout de suite avec la présentation. Alors ça, c'est moi dans une ruelle de Limoilou. Donc, je vais commencer avec une petite présentation. Alors moi, je suis natif de Québec. J'ai grandi à Sainte-Foy. J'ai habité 2 ans à Lévis. Et puis ensuite, je suis passé au centre-ville depuis toujours. J'habite Limoilou depuis 1 an et demi, en fait. J'enseigne la philosophie au collégial. Avant ça, j'ai été aussi préposé aux bénéficiaires à Robert Giffard et aussi intervenant en santé mentale dans la base-ville de Québec. Donc j'ai un parcours à la fois en santé mentale puis en philosophie, en enseignement. Et ben, j'ai été chef aussi du Parti Option Nationale qui a maintenant fusionné avec Québec solidaire à ma grande joie en décembre dernier. Alors maintenant, je m'étais présenté ici comme candidat pour Option Nationale en 2014 et là ben, je me présente avec une équipe encore plus grande, une équipe extraordinaire et puis c'est vraiment une joie. Alors, je vais vous présenter les principales idées, les principes de Québec solidaire. Et... c'est où ça? Non. Comme quand quelqu'un fait la grève et que les gens klaxonnent. Alors, les principes de Québec solidaire sont les suivants. D'abord, promotion et défense du bien commun. On sait qu'il y a un candidat de la CAQ, là, Yuri Chassin, qui travaillait pour l'Institut économique de Montréal, qui a dit récemment « Moi, l'État au service du bien commun, je crois pas à ça. » Ben nous, c'est le contraire. Nous, on croit à ça. On pense que le but de l'État, c'est pas servir des intérêts corporatistes là, de gens qui ont pas de problème, c'est de servir le bien commun. Alors, nos politiques sont évaluées en fonction de est-ce que ça sert le bien commun? C'est-tu bon? On se demande pas si c'est bon pour nous, si c'est bon pour ma gang à moi, on se demande si c'est bon pour l'ensemble. Vision à long terme, on est dans une vision vraiment où on propose, bonjour, des choses qui sont pas pour nécessairement plaire, mettons, là, dans le prochain trimestre, puis essayer de gagner une élection à court terme avec des idées qui ont l'air de des bonnes idées, mais qui sont bien populaires. Nous, on vise vraiment quelque chose qui est sur le long terme. Je vais vous en parler plus quand on va parler d'écologie. On pense qu'il faut investir beaucoup pour sauver, si on veut, l'état de la planète, entre autres, l'état de notre économie. Et donc, on a des plans qui sont à long terme. Alternative progressiste au service des gens. Alors, on a vu que les partis se sont succédés à l'Assemblée nationale depuis au moins 1995, à quelques exceptions près de politiques publiques intéressantes comme, par exemple, l'apparition des centres de la petite enfance, c'est notable. De façon générale, ce qu'on a appliqué, c'est des politiques d'austérité où on a vraiment coupé dans les budgets pour équilibrer le budget. Équilibrer le budget, c'est une bonne chose en soi, sauf que comment est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on le fait en augmentant nos revenus puis en se donnant les services dont on a besoin, ou est-ce qu'on le fait en s'enlevant des services? Alors nous, ben, on se dit, il faut qu'on se donne les services dont on a besoin, qu'on aille chercher les revenus pour, plutôt que de toujours... le recyclage en vue. Oui, on est pour le recyclage aussi, puis on en veut, c'est une excellente idée. Ça, c'est bon. Commence par ça, la prochaine. Excellent! Merci pour la suggestion. Volonté de transformer profondément le Québec. Alors, c'est ce qu'on veut, c'est là-dedans réformer le système politique dans lequel on est. Parce que nous, on estime que, bon, c'est bien changer de parti politique, là, mais c'est encore mieux de changer le système complètement politique dans lequel on est, parce que c'est un système dans lequel les citoyens se sentent plutôt impuissants. Là. Pas tout le monde, mais il y a beaucoup de cynisme. Tu sais, les gens disent « Ah, la politique, c'est du pareil au même, ils sont tous pareils, ça donne rien, on vote pour eux autres. » Puis après ça, on n'a plus de prise sur ce qui se passe. Ben nous, on veut changer ça, on veut démocratiser de façon fondamentale le système politique dans lequel on est pour que les citoyennes et les citoyens, s'ils se sont trompés en votant pour quelqu'un qu'ils n'aimaient pas, ben, ils ne sont pas nécessairement pris avec les conséquences. Ils ont un pouvoir entre les élections. Ils sont capables de dire, de révoquer certains élus. Ils sont capables d'imposer au gouvernement certaines décisions, par exemple, avec différents moyens, comme peut-être le référendum d'initiative citoyenne qui pourrait être décidé dans une assemblée constituante. Mais je parlais de tout ça plus tard. Alors, il y a 7 raisons de voter pour nous. D'abord, on est un parti écologiste. J'ai pas mes notes. Oui. Donc,
c'est le 1er août dernier, là, on atteignait cette année le jour où on a consommé toutes les ressources que la Terre peut produire en une année. En ce moment, on vit à crédit jusqu'au 31 décembre. Cette date-là, chaque année, elle recule. Il y a longtemps, là, elle était comme au 20 décembre. Tout le monde disait, bah, ça balance presque. Mais là, c'est rendu au 1er août. Et le lendemain du 1er août, le Canada annonçait qu'il allait taxer moins les grosses industries qui émettent des gaz à effet de serre. Alors on voit qu'on s'en va vraiment pas dans la bonne direction en ce moment. La plupart des pays du monde en ce moment, il y en a qui font des bonnes choses, mais il y en a beaucoup trop qui ne prennent pas compte de l'état actuel de la planète, c'est-à-dire qu'il y a des réchauffements climatiques qui pourraient causer vraiment des désastres d'ici 2100, une augmentation du niveau des mers, l'inondation de plusieurs quartiers. Le quartier de Limoilou, là, dans un scénario où on augmente la température terrestre de 4 degrés Celsius en 2100, le quartier de Limoilou pourrait se voir submergé régulièrement ou de façon permanente. C'est difficile de prévoir ces choses-là, mais c'est un des quartiers à risque à Québec, ainsi que le quartier Saint-Roch, tout ce qui est au bord de la rivière Saint-Charles. Fait que c'est vraiment, tu sais, c'est pour la planète que c'est important, mais c'est pour nous aussi très concrètement, là, ici dans Limoilou. Il faut qu'on fasse ça. Depuis les années 80, là, tenez-vous bien, quel pourcentage des espèces animales ont disparu depuis les années 80? Alors, donnez-moi un chiffre. On va jouer à... Le pourcentage est bon. Il y a plusieurs dizaines par année d'animaux qui disparaissent. Oui. Combien de pourcentage des espèces animales? 40%, c'est audacieux. Qui dit mieux? 10%? Non. C'est plus proche de 40. Qui dit mieux? 35. Non. Plus proche de 40. 50. 50% des espèces animales ont disparu depuis 1980. On est dans une des pires vagues d'extinction d'espèces qu'a connu la planète Terre. C'est incroyable. Donc ça, c'est quelque chose qui est problématique. Ici, là, dans le Canada dans lequel on est, là, on consomme de façon générale 4,7 fois les ressources que la Terre est capable de produire de manière durable à chaque année. Alors, il y a un problème avec le mode de vie dans lequel on est. Vous avez vu les images comme moi, là, il y a un continent de plastique dans le Pacifique. Je veux dire, il y a un continent de plastique, de déchets dans le Pacifique. C'est hallucinant. Puis ça, je veux dire, les molécules avec le soleil, ça se dégrade, ça s'en va dans les poissons, ça s'en va dans notre alimentation. On est en train littéralement de s'empoisonner. Donc, tout n'est pas perdu. OK? Alors, ne déprimons pas, mais il faut agir. Il ne faut pas agir comme en allant dans la bonne direction. Il faut agir de façon hyper pressée. Il faut avoir des mesures qui sont, dans le bon sens du terme, radicales. Radical au sens étymologique qu'on va à la racine du problème. On ne peut pas juste continuer à faire « Ah oui, mais tu sais, il ne faudrait quand même pas que les compagnies qui exploitent des sables bitumineux ils perdent parce que ça crée beaucoup d'emplois. » Perdre quelques emplois aujourd'hui dans les sables bitumineux en Alberta, c'est rien par rapport aux pertes qu'on est en train de se planifier avec le mode de vie dans lequel on est. Alors là, l'idée c'est qu'il faut des actions collectives pour ça. On ne peut pas juste agir individuellement, il faut faire son compost et son recyclage, tout ça, puis acheter de façon responsable. Mais c'est toute la société qui doit être organisée différemment pour qu'on ait un mode de vie qui permette qu'on ait une moins grosse empreinte écologique. Québec solidaire propose pour ça un plan de transition énergétique dont les détails seront dévoilés bientôt en élection. Je n'ai même pas les détails moi-même, juste certaines affaires, mais ça va être vraiment quelque chose d'audacieux. Ça va être le plan le plus audacieux qui va être proposé. Et c'est le plan, en fait, qui correspond à ce dont on a besoin. Et c'est le minimum qu'il faut atteindre. Aussi, on veut devenir indépendant aux hydrocarbures, sortir du pétrole, parce que c'est important. D'ici 2050, il faut, si on veut limiter à 2 degrés Celsius l'augmentation de la température, là, il faut réduire de 95% les émissions de gaz à effet de serre selon le niveau de 1990. Ça va nécessiter qu'on arrête de prendre du pétrole pour le mettre dans nos voitures puis le brûler. Il faut qu'on fonctionne autrement avec les transports. Il faut qu'on réduise nos déchets et aussi qu'on électrifie nos transports et qu'on ne fasse pas juste transformer les voitures en voitures électriques, mais qu'on fasse de l'autopartage, du transport collectif et du transport actif, puis qu'on adapte nos villes
pour faire ça. Parce qu'en ce moment, ça devient de mieux en mieux, là, le réseau cyclable, par exemple. Là, ici, on a une belle piste cyclable, c'est intéressant, mais c'est très insuffisant. On est en retard par rapport à plein d'autres pays dans le monde à cause de ça, parce qu'on n'en a pas fait une priorité jusqu'ici. Nous, on veut en faire une priorité. Prochain enjeu. Un parti de gauche. Qu'est-ce que c'est un parti de gauche en vraiment peu de mots? Parce qu'on peut s'ostiner sur les étiquettes longtemps, mais mettons que je résume ça là, de façon très synthétique. C'est un parti qui veut partager la richesse, de manière générale. Salut, ça va? Ça va bien? Oui, ça va. Hey, merci. Donc, on veut partager la richesse. Pourquoi? Parce que la richesse, c'est une création collective. Tu sais, le mythe du self-made man, là, la personne qui s'est engendrée tout seul, là, qui a fait sa propre richesse tout seul, c'est un mythe. C'est pas quelque chose qui correspond à la réalité. Quand quelqu'un devient énormément riche, c'est parce qu'il y a des gens qui ont travaillé pour lui. C'est parce qu'il y a des ressources qu'il a pu utiliser et qu'il a pu vendre plus cher qu'il les a achetées. Donc, la création de richesse est toujours faite par une collectivité. Alors, il est juste et normal que cette richesse-là, elle soit partagée de façon équitable. Et nous, ben, c'est un peu ça l'idée des partis de gauche. Parce qu'il y a toutes sortes de variations là-dedans, là. Mais nous, on est dans cette optique-là. On veut réduire les inégalités de richesse. En ce moment, les inégalités de richesse croissent à une vitesse phénoménale. Au Canada, elles croissent. Ça a été sorti récemment dans les journaux. Là. Le système fiscal dans lequel on est favorise l'écart de richesse. L'écart de richesse, ça veut dire que de moins en moins, il y a de moins en moins de très riches qui sont de plus en plus riches, puis de plus en plus de pauvres qui sont de plus en plus pauvres. Alors nous, on veut inverser cette tendance-là. Et d'autant plus que dans Jean-Lesage, je ne sais pas si vous le saviez, mais c'est la circonscription au Québec qui a le plus bas revenu médian par ménage. Ça, là, c'est 125e sur 125 ici, dans Jean-Lesage. Fait que les inégalités de richesse, c'est extrêmement important. Il faut qu'on règle ça. C'est une question d'humanité. Et puis, à moins que vous soyez ici et que vous me disiez, moi, je gagne 300 000 $ par année, ben nos politiques vont vous rendre plus riches. Okay? Alors, je pense qu'il faut les voir d'un bon œil. Plus de services publics, c'est ça un parti de gauche, c'est de dire il y a plein d'activités et de services essentiels qu'il n'est pas justifié qu'il y a du monde qui se fasse du profit là-dessus. C'est moins cher si on fait ça de façon publique puis qu'on se partage les frais ensemble et c'est plus juste. Et donc, c'est dans cette optique-là qu'on veut plus de services publics. Un parti de gauche, c'est un peu le contraire du chacun pour soi. T'sais, nous, on n'est pas dire chacun pour soi, puis si vous êtes dans le trouble, organisez-vous avec vos troubles. Non. Nous, les gens qui sont dans le trouble, on les aide à se relever. Parce qu'on pense que tout le monde a besoin de ça à un moment donné dans sa vie. Et c'est important de le faire avec nos proches, mais c'est important de le faire collectivement aussi, même avec les gens qu'on ne connaît pas, de façon organisée. Et ça ressemble à ça pour ma présentation. J'ai pris trop de temps pour l'écologie. Je suis supposé faire 1 minute par... Alors, c'est mon défi. Un parti démocratique. Alors, on est un parti démocratique parce que... Non, c'est pas grave, je vais aller de mémoire. Donc, un parti démocratique parce qu'on estime justement, j'en parlais plus tôt, que dans le système dans lequel on est, là, les citoyennes et les citoyens ont peu de pouvoir. On a peu de prise. T'sais, on élit des gouvernements, puis le gouvernement actuel, là, le Parti libéral, il a été élu en 2014 avec, tenez-vous bien, quel pourcentage du vote des électeurs inscrits? 37. 37, qui dit mieux? 33. 33, qui dit mieux? Oh, quand même pas tant que ça, un petit peu plus. 29 %, OK? Alors, il y a eu 42 % des votes exprimés, mais 29 % des votes des électeurs inscrits sur la liste. On prend cette statistique-là parce qu'il faut compter l'abstention. Les gens qui se sont abstenus n'ont pas voté pour aucun des partis et ils se considéraient donc insatisfaits par l'offre politique ou ils se foutaient complètement de la politique, mais des fois, il y a un lien de cause à effet entre les deux. Donc, on est dans ce système dans lequel un parti peut, avec 29 % des votes des électeurs inscrits, obtenir un gouvernement majoritaire, contrôler le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, nommer les juges et être impossible à révoquer, même quand il y a des scandales de corruption. Et puis, il peut faire des affaires qu'il n'a pas dit qu'il ferait, il peut ne pas faire les choses qu'il a dit qu'il ferait, puis on ne peut rien faire pendant 4 ans. Alors ça, c'est pas un système politique très démocratique. Le système dans lequel on est, il a émergé en 1867, au moment où on était une colonie britannique. Alors, le but de Georges-Étienne Cartier, là, qu'on a fêté l'année passée, puis l'autre d'avant, mais c'était justement pas la démocratie,
Ils trouvaient ça risqué pour les investissements privés de donner le pouvoir entre les mains de la population. Le but, c'était d'enraciner, je reprends son verbe et sa formule, plus profondément en Amérique du Nord, la monarchie britannique. Et ça donne des régimes pas toujours démocratiques. On est là-dedans, il faut qu'on en sorte. Le pouvoir est très concentré et c'est problématique. Nous, on veut pour ça réformer le mode de scrutin, avoir un mode de scrutin de type proportionnel mixte compensatoire. Qu'est-ce que ça veut dire en gros? Ça veut dire que le vote de tout le monde compte. Quand là, aujourd'hui, là, vous êtes électeur ou électrice, mettons, dans un comté où ça vote 90% libéral, là, ben, toute votre vie, vous allez voter. Puis si vous votez Québec solidaire, ben, vous avez le sentiment que votre vote compte pas. Ça compte parce que ça donne du financement au parti, il faut le faire. Mais c'est plus juste, et ce serait plus juste s'il y avait une proportionnalité entre le nombre de votes qu'un parti a eu et le nombre de sièges qu'il a à l'Assemblée nationale. Dans un monde comme ça, là, ben, Québec solidaire, qui a eu 7-8% aux dernières élections, aurait eu à peu près 10 députés au lieu de 3. Ça aurait fait une différence énorme pour l'émergence des nouvelles dont on a besoin. Alors, on veut réformer le mode de scrutin. Autre chose, on veut qu'il y ait des cours d'initiation à la vie démocratique. C'est fou. Moi, j'enseigne au cégep et je le constate, il y a nulle part où quelqu'un est mandaté de nous expliquer comment fonctionne le système politique dans lequel on est. C'est quoi les partis politiques qui sont là, c'est quoi les tendances idéologiques. Si vous n'étudiez pas en sciences humaines, ce qui est probablement le cas de la majorité des gens qui vont au cégep, recalculer, où vous allez avoir ces données-là et comment allez-vous faire vos choix. Et puis si on n'outille pas les gens, quand ils vont voter, est-ce qu'ils vont prendre des bonnes décisions? Ben, pas les meilleurs qu'ils auraient voulu prendre s'ils avaient été plus informés. Alors, on veut réformer ça, donner des cours d'initiation à la vie démocratique et aussi une mesure démocratique de représentativité qui recoupe l'enjeu du féminisme aussi. On veut qu'il y ait une parité femmes-hommes au Conseil des ministres parce qu'il y a 27%, je pense, des élus à l'Assemblée nationale du Québec qui sont des femmes, 27%, alors que les femmes, c'est 50% de la population. Ben, ça marche pas, il y a un gros problème de représentativité. Il faut changer les éléments de nos institutions et de notre culture qui engendrent ces résultats-là pour avoir une véritable démocratie. Merci Jessica. Un parti féministe, donc la transition se fait naturellement. Un parti féministe, c'est un parti qui, là je simplifie les choses énormément, là, qui veut atteindre la pleine égalité entre les femmes et les hommes. Okay? Et c'est pas juste un parti qui propose des politiques pour ça, mais c'est un parti qui, comme Québec solidaire, intègre cette philosophie-là entière à son organisation même. Québec solidaire est issu de la fusion de plusieurs partis maintenant, mais au départ, Option citoyenne et l'Union des forces progressistes, et Option citoyenne, c'était un parti qui s'était fondé principalement sur l'idée d'avoir un parti féministe au Québec. Et dans toute l'organisation de notre parti, nous, il y a des mesures féministes, comme par exemple, ben, vous voyez que les médias ont de la misère à gérer ça, là, mais on n'a pas un chef, on a 2 co-porte-parole, une femme, un homme tout le temps. Dans les instances de Québec solidaire, les instances démocratiques, il y a toujours la parité dans les instances. Dans nos congrès, il y a la parité. Quand on a des congrès, ben, on alterne entre les femmes et les hommes pour ce qui est des tours de parole. Pourquoi? Parce que toutes ces choses-là contribuent à mettre la voix des femmes de l'avant puis à leur donner la véritable place qu'elles devraient occuper depuis longtemps, mais que les institutions font en sorte que ça n'arrive pas. Alors, ça, c'est pour l'intérieur du parti. On incarne vraiment ces valeurs-là, mais il y a aussi des politiques publiques qu'on veut mettre de l'avant. Une des plus fondamentales, probablement, c'est l'analyse différenciée selon les sexes. Qu'est-ce que c'est ça, l'analyse différenciée selon les sexes? Ce que c'est qu'à chaque fois que tu fais une politique publique, tu analyses, ça va être quoi les conséquences sur les femmes par rapport aux hommes. Puis quand tu vois qu'une politique publique va créer des inégalités entre les femmes et les hommes, ben tu la fais pas, tu la révises, tu trouves une façon de ne pas engendrer ces conséquences-là qui ne sont pas voulues. Je donne un exemple de politique publique. C'est dans un livre de Aurélie Langteau qu'elle a écrit les libéraux n'aiment pas les femmes. Tiens, un titre polémique. Très intéressant livre. Là. Et ce qui est dit là-dedans, c'est que les politiques d'austérité sont injustes pour les femmes pour la raison suivante. On coupe dans les services publics. Qui travaille dans les services publics majoritairement? Dans le domaine de la santé et de l'éducation, c'est plus des femmes. Puis après ça, on investit dans des infrastructures puis dans l'extraction minière. Qui travaille principalement dans la construction puis dans les mines? Les hommes. Alors, on coupe des bons emplois, puis on en crée des bons, mais de façon à engendrer
c'est pas ça toujours le but qui est visé, mais c'est l'effet latent. On engendre comme ça des inégalités graves entre les femmes et les hommes. Ça, c'est une chose. On veut aussi, évidemment, lutter contre les violences faites aux femmes, entre autres en insérant dans le programme d'éducation une éducation au rapport égalitaire. Parce que l'idée, c'est pas juste de punir, c'est d'éduquer, c'est de faire en sorte qu'il y ait des prises de conscience qui se passent. Et on peut pas juste dire à tout le monde ou espérer que tout le monde regarde les vidéos des brutes, par exemple, sur Internet. Là, il faut aussi que ce soit dans le système éducatif. Alors, ça, c'est important. L'autre chose, on veut augmenter le pourcentage de remboursement du congé parental. Quand on prend un congé parental, là, mettons, là, sur un an, ben, c'est 50% du salaire qui nous est remboursé. Alors, à moins que vous gagnez très cher, là, se voir couper la moitié de son salaire, c'est un gros choix de vie. Là. Ça amène des préjudices et ça amène plus de préjudices, cette mesure-là, aux femmes qu'aux hommes. Alors, on veut enlever ça en augmentant le pourcentage de remboursement. Puis ça, c'est pas quelque chose qui est coûteux nécessairement pour l'État, parce que le RQAP, le régime qui finance ça, il est financé par les salariés et les employeurs. Alors, il s'agit de cotiser davantage pour pouvoir en bénéficier davantage. Mettre fin à la banalisation des agressions aussi. Là, on a beaucoup parlé dans les dernières années de la culture du viol. Bien, on veut évidemment mettre fin à ça, faire des campagnes de sensibilisation dans la population pour que vraiment ces choses-là, on les éradique de façon radicale et permanente. Un parti altermondialiste. Qu'est-ce qu'un parti altermondialiste? On a vraiment fait un effort de définition simple aujourd'hui. C'est un parti qui veut offrir une alternative à la mondialisation néolibérale. Qu'est-ce que la mondialisation néolibérale? C'est, mettons, en gros, la déréglementation de l'économie. Puis c'est le fait de laisser les multinationales faire ce qu'elles veulent pour faire plus de profit. Donc c'est vouloir les laisser polluer davantage si c'est plus rentable. C'est les laisser aussi exploiter les travailleuses et les travailleurs si c'est dans leur avantage. Donc la déréglementation du travail, la déréglementation de la protection de l'environnement, ce sont des choses qui arrivent avec la mondialisation néolibérale et nous on s'oppose contre ça, on veut qu'il y ait de la justice. Des bruits moins forts pour les motos. Donc ces choses-là, ces politiques de mondialisation néolibérale, elles s'élaborent dans des instances que vous connaissez, qu'on a vu même ici à Québec récemment, le G7, hein, les sommets de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, le sommet des Amériques qu'on a eu ici en 2001. Nous avons un peu été initiés à l'odeur du gaz lacrymogène. L'autre chose, c'est qu'on veut renégocier de manière démocratique les traités commerciaux qui offrent nos ressources sur un plateau d'argent aux compagnies multinationales. En ce moment, les mines au Québec, il y en a à peu près 20-22 mines, là. Ben, il n'y en a pas beaucoup qui payent des redevances véritablement. Ça fait des bonnes jobs, mais de façon générale, c'est les multinationales qui prennent les profits et qui amènent ça ailleurs. Et il n'y a tellement pas de façon de vérifier des fois comment ils font de profit pour voir comment ils doivent nous donner que dans plusieurs cas, là, le gouvernement, pour savoir combien ils vont percevoir, il appelle la compagnie et il lui demande combien de minerais elle a extrait. Alors, je veux dire, c'est de la grosse confiance, tu sais. C'est peut-être un petit peu trop confiant. Un parti inclusif. L'inclusion, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de vouloir laisser personne derrière, qu'il n'y ait personne qui soit exclu de la société pour quelque raison que ce soit par exemple des personnes défavorisées, des personnes ayant un handicap ou encore aussi ça s'applique à la question des néo-québécois et néo-québécoises. Donc on veut que tout le monde se sente québécois, inclus partout de façon juste, que personne soit minorisé et laissé pour compte. On a plusieurs politiques qui vont dans ce sens-là. Une dont on a parlé récemment, ça concerne l'embauche, par exemple, de minorités visibles et ethniques dans les organismes publics et les compagnies de plus de 50 employés qui font affaire avec le gouvernement ou qui ont des subventions du gouvernement plutôt. Et on veut qu'il y ait une embauche de 25% de gens issus des minorités visibles. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, les gens qui sont issus des minorités visibles, c'est 13% de la population au Québec.
et ils sont représentés à 3% dans la haute fonction publique. Et si on inclut aussi les minorités ethniques, donc pas minorités visibles, mais qui sont quand même nées ailleurs, ben c'est 9% seulement de la fonction publique. Alors il y a un grand écart à combler, donc nous on veut mettre ça à 25% jusqu'à ce que l'écart soit comblé. C'est une mesure qui est importante et qui aura un impact aussi sur l'ensemble du marché du travail. Est-ce que j'ai une autre? Ah oui. Les priorités dans... Ah oui, un parti indépendantiste, évidemment. Je l'amène à la fin parce que ça m'amène à parler de tout. C'est-à-dire que tout ce qu'on veut faire, on ne peut pas le faire mieux que lorsqu'on a entre nos mains l'ensemble des leviers politiques et économiques qui sont les nôtres. Si on veut lutter contre les inégalités, si on veut protéger l'environnement, on ne le fera jamais mieux que si on rédige nous-mêmes l'ensemble des lois qui sont sur notre territoire, qu'on signe nous-mêmes, qu'on négocie nous-mêmes les traités qui nous lient aux autres peuples du monde, et que si on gère nous-mêmes nos impôts. Et ça s'appelle quoi? Ça s'appelle l'indépendance du Québec. Alors nous, on veut que le Québec soit un pays indépendant, et on veut faire cette indépendance-là avec une démarche citoyenne. C'est-à-dire que notre profond changement de politique et de société qu'on veut faire, là, on va le faire comme ça. Une assemblée qui va rédiger une constitution du Québec indépendant, une assemblée qui est représentative de l'ensemble de la population. Et là, merci. Et donc, on veut soumettre cette constitution-là à un vote, à un référendum, et suite à ça, réaliser l'indépendance du Québec. Et voilà, c'est qu'il y a plein de choses qu'on veut, dont on a besoin, qui ne sont pas réalisables dans le cadre actuel. Entre autres, une véritable transition énergétique. Depuis les années 70, là, le Canada a décidé de devenir un pétro-État. On a investi 65 milliards de dollars dans le développement des sables bitumineux. Cet été, on a ajouté 4,5 milliards de dollars pour acheter Trans Mountain, puis on va ajouter 9 milliards de dollars pour élargir l'oléoduc Trans Mountain. Et ça, là, quand je dis le Canada fait ça, il le fait avec notre argent. C'est à peu près 18% de l'argent du Canada qui provient du Québec. Donc quand ils mettent, mettons, 100 milliards dans quelque chose, ben, c'est comme si nous, le Québec, on avait mis 18 milliards dans cette affaire-là. Alors imaginez l'argent qui a été mis là-dedans. On aurait pu mettre à la place déjà depuis longtemps dans du meilleur recyclage, dans une transition énergétique, dans de la recherche en innovation pour transformer nos villes et améliorer le transport. C'est hallucinant. Et si on veut faire cette transition-là, ça ne se fera pas à l'intérieur d'un pétro-État. Déjà, on voit avec le port de Québec, le port de Québec, c'est une autre affaire, c'est un territoire fédéral. Ils ne nous laissent même pas appliquer les lois environnementales du Québec. On continue à avoir de la poussière rouge, essentiellement parce qu'ils se cachent derrière la Constitution canadienne et qu'ils disent « Ouais, ben ici, vous n'avez pas de juridiction, votre juridiction, elle commence dans Limoilou. » Puis, alors ça, c'est très problématique. Donc, tout ce qu'on veut faire, là, ça prend les moyens politiques de le faire, ça prend les moyens d'un pays. C'est pour ça qu'on est un parti indépendantiste. Et d'ailleurs, si vous voulez un argumentaire plus étoffé sur l'indépendance, il y a ici la deuxième édition du livre qui fait dire oui, qui est sorti, là, je l'ai touché pour la première fois hier. Elle sent encore bon, la presse. Donc, si on veut, ils sont gratuits. Il y en a quelques-uns. Prochaine diapositive. Nos engagements pour Jean Lesage. Améliorer la qualité de l'air dans Limoilou, parce que c'est terrible. On est entouré de plusieurs sources de polluantes importantes. On a les autoroutes qui nous bornent, il y a le port de Québec qui nous envoie de la poussière, il y a l'incinérateur qui nous envoie du furane puis toutes sortes d'autres cochonneries à des taux qui sont hallucinants. Et il y a la papetière White Birch. C'est vraiment... on a une des pires qualités de l'air. Ça nous pourrit la santé, ça crée des cancers, c'est neurotoxique, certaines de ces particules-là. Et il faut absolument qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on se donne les moyens de le faire. On veut diminuer le tarif du transport en commun de moitié et favoriser les transports actifs. Le tramway qui s'en vient, le réseau structurant, ça va être extraordinaire, mais il y a plein de monde qui ne seront pas capables de s'acheter une passe à 90$ par mois pour pouvoir en profiter. Alors nous, on veut diminuer ça de moitié. Ça va favoriser le fait que tout le monde, même ceux qui ont des voitures, si ça coûte 40$ la passe, ben peut-être qu'ils vont l'acheter puis ça va les inciter à faire la transition nécessaire. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important à réaliser. Et on veut aussi créer une assurance dentaire publique et universelle. Les dents, ça fait partie du corps, il faut qu'on le couvre comme le reste du corps. Une personne sur 4 au Québec ne va pas chez le dentiste parce que ça coûte trop cher, ça entraîne toutes sortes d'autres problèmes de santé après. Alors nous, on trouve que c'est pas juste, que ça n'a pas lieu d'être. Et on veut financer cette mesure-là à coût nul
en allant tout simplement ramener le salaire des médecins spécialistes à l'équivalent de leurs confrères ontariens. Et juste ça, ça dégagerait 950 millions de dollars qu'on va pouvoir utiliser dès la première année pour payer des dents à tout le monde. Et je pense que nos médecins spécialistes, que par ailleurs on aime beaucoup et qu'on est très content d'avoir quand il nous arrive des problèmes, mais je pense que quand même qu'ils passeraient, mettons, de 400 000 à 350 000 ou de 500 000 à, mettons, 420 000 par année, je pense qu'ils vont s'en sortir.